Salut tout le monde, bienvenue sur AOS Geeks. Alors, dans cette vidéo, on va faire un petit retour sur un GT auquel on a participé récemment à Ottawa, donc le Capital City Bloodbath, qui est un tournoi annuel qui était de retour après 2 ans de pause à cause de la COVID. Tournoi qu'Alex avait remporté avec ses caradrons lors de la dernière édition, en fait, avant la COVID, en 2019. C'est bien ça, Alex? Exact. Donc, tu étais là pour défendre ton titre. Tu es retourné cette fois-ci avec des nains, mais pas avec les caradrons. Non. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va faire un petit tour de table pour chacune de nos parties. C'était un tournoi qui était en 6 parties. Il y avait 4 parties la première journée. Donc, c'était une grosse journée. Ça commençait à 8 heures le matin. Ça finissait à 19h30 le soir. Donc, on va vous raconter brièvement, là, sans s'éterniser, les faits saillants de chacune de nos parties. Pour AOS, c'était un tournoi, peut-être pour vous mettre en contexte, de 43 joueurs, si ma mémoire est bonne, donc un GT de taille moyenne, si on peut dire. C'est surtout un événement qui attire beaucoup, beaucoup de joueurs de 40K. Donc, il y avait beaucoup plus de joueurs de 40K, évidemment. Et il y avait différents aussi, là, plus petits tournois en side event, si vous me prêtez l'anglicisme. Donc, A Song of Ice and Fire, X-Wing, Star Wars Legion, Marvel Crisis Protocol et d'autres que j'oublie. Donc, ben voilà, sans plus tarder, on peut peut-être commencer par un petit tour de table pour présenter nos listes. Le détail de nos listes va être dans la description de la vidéo pour ceux qui veulent un visuel. Donc, je commencerai peut-être avec toi, Alex, si tu nous présentes ta liste. Ouais, ben, comme tu l'as mentionné, je suis allé avec des Fire Slayers cette fois-ci. J'avais amené la même liste, en fait, à peu de choses près que j'avais testé là, dans les derniers mois. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour tester, malheureusement, mais quand même, c'était une liste en Greyford, donc je pense que c'est la meilleure sous-faction, celle qui procure 2 artefacts de pouvoir de plus et un point de vie additionnel à tous les héros à pied, donc ils ne sont pas sur Magmadrot. J'avais comme grande stratégie celle que je vais avoir une invocation en jeu à la fin de la partie. Donc, assez facile à faire, surtout lorsque le joueur n'a pas de prêtre. Donc, c'est pratiquement 3 points qui sont donnés, là. À part de ça, j'avais dans le fond, comme j'avais 6 héros. Donc, 2 commandes d'entourage pour avoir 2 artefacts supplémentaires, donc 5 artefacts de pouvoir. J'avais comme général un Rune Master qui avait le Volatile Brazier qui permet de relancer mes invocations et de doubler la portée de celle-ci. Donc, vraiment intéressant. Donc, ça vient encore une fois davantage faciliter, réussir la grande stratégie avec le bonus de la fournaise et, dans le fond, le trait de commandement et l'artefact, pardon. Je peux donc invoquer le Runic Firewall que j'avais sur un 2+ relançable. Donc, très, très facile à réaliser comme grande stratégie. Son trait de commandement était le trait qui me permet de réutiliser une rune une fois par bataille. Donc, je m'en suis servi également à plusieurs reprises là, à bon escient dans le tournoi. J'avais également un Rune Father qui avait le Axe of Grimnir pour le point de rend additionnel et le dommage additionnel. Donc, un classique également. J'avais un Rune Sun qui avait également comme artefact le Demon Slayer. Donc, les protections ne peuvent pas être utilisées contre les blessures ou les blessures mortelles réalisées par cette figurine-là. Donc, un petit punch caché intéressant qui m'a permis contre un certain joueur Cruel Boys de finir d'achever Kragnos. Toujours intéressant à faire. J'avais également un Battlesmith, qui est un auto-include dans une liste Fire Slayer, donc avec le Null Sidian Icon, qui protège contre tous les sorts lancés sur mes unités complètement dans le 12 pouces, qui m'a sauvé la mise à plus d'une reprise, il faut quand même se le dire. Et finalement, j'avais 2 Flamekeeper, dont un avec le Arcane Tome et qui avait comme sort Ghost Mist pour potentiellement pouvoir cacher là, certains héros dans un élément de décor. Et j'avais 5 unités, 3 qui étaient dans le bataillon Expert Conqueror. J'avais une unité de 20 Volkite Berserker avec bouclier et 2 unités de 10 Volkite Berserker avec 2 haches. Et finalement, j'avais 2 unités de Earthguard Berserker, une avec les Broadaxe, une avec les Flame Strike Poleaxe, qui étaient des Bounty Hunters. Et bien sûr, pour compléter le tout, j'avais le Runic Firewall pour avoir mon invocation et pour avoir mes 3 points de grande stratégie relativement aisément. Liste très intéressante avec beaucoup, beaucoup de petits trucs, beaucoup Oui, d'éléments, de ressources tactiques, vraiment, et très, très tanky aussi, très résistante comme liste, et avec exact. du punch, donc vraiment, belle liste.
Merci. De ton côté, Vincent, tu jouais Night Hunt. Oui, j'ai retourné avec mes Night Hunt. À noter qu'on a déjà fait un GT 2 semaines plus tôt à Toronto, le GT de Season of War, où j'avais essayé une liste qui avait moins bien fonctionné. Là, j'étais avec une liste avec laquelle j'étais plus à l'aise. Il y avait beaucoup d'unités. J'avais 4 petits héros. Le Krulgas Crusader, si vous jouez à Night Hunt, ben, il faut qu'il soit dans vos listes. Il est tellement, tellement bon. Diminuer de 1 les dommages dans une bulle de 12 pouces autour de lui, c'est immense l'impact. Il y a certaines rares parties où ça n'a aucun impact quand l'adversaire a seulement des unités qui frappent à 1 dommage, mais c'est très, 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 très rare que ce n'est pas utile. Il a été un MVP de plein de parties. Ensuite, un Guardian of Soul avec la lanterne, juste parce que je voulais le Midnight Tome pour lancer le Purple Sun automatiquement une fois par partie. Quelle mécanique désagréable, le Purple Sun, sur un 1 de faire disparaître un héros ennemi. Je l'ai joué parce qu'en compétition, il y en a plein. Il y a probablement 40% des listes qui le jouent en ce moment. Mais je trouve que c'est très désagréable. Même quand ça fonctionne pour toi, ça te gagne une game, mais ça te gagne une game, on dirait sans mérite. Je n'apprécie pas. J'espère comme beaucoup de joueurs qui vont enlever cette habileté-là puis qui vont se contenter d'un Purple Sun qui diminue de 1 la reine, peut-être à 50 points. Ce serait parfait pour les Night Hunt. Ensuite de ça, j'avais 2 Spirit Torment qui ramènent 3 modèles, ou du moins 3 PV de modèles à chaque tour. Eux aussi ont été All-Stars, ils ont fait leur travail. Et j'avais une multitude d'unités. J'avais premièrement des Mermon Banshee pour protéger contre la magie, ce qui est vraiment nécessaire. J'ai affronté un Séraphon dans mon tournoi, puis j'ai bien aimé avoir les Banshees. J'avais aussi 3 Spiritos juste pour soaker les dommages, prendre les dommages que les petits héros vont avoir. Alors, je sais qu'il y en a qui jouent des plus gros blocs, mais moi, à 3, ça a très, très bien été dans le tournoi. J'en avais pas besoin de plus. C'était juste assez pour prendre les dommages. J'avais ensuite 2 unités de Aridin, qui étaient là principalement comme écran, mais des écrans avec des épines quand même. Là, ils pouvaient répliquer, puis un bloc de 10 Aridin, c'est quand même 40 attaques, 41 attaques avec la championne. Sur du 3+, potentiellement. Pas de reine, mais au final, ça fait du dommage. J'avais aussi 2 unités d'X-Rate qui vont s'avérer dans certaines parties All-Star. Les X-Rate ont un mouvement. Non, c'est leur mouvement. Je n'avais pas réalisé, je l'ai réalisé en cours de tournoi. C'est pas qu'on leur rajoute 12 pouces de déplacement, c'est vraiment leur mouvement qui passe de 12 à 24. Donc, on peut même courir automatiquement à 30 pouces, ça veut dire. Ça m'a permis dans certains affrontements de prendre contrôle d'objectifs qui étaient hors de portée de toutes mes autres unités. Et je jouais Scarlet Doom, puis j'ai réalisé que Night Hunt, vraiment, sa force, c'est sur la charge. La charge de Night Hunt, il ne faut pas que ça whiff, il faut vraiment que ce soit efficace parce que c'est le tour qu'on est fort. Et en Scarlet Doom, les Blade Guys gagnent des blessures d'impact plus leurs dommages qui sont significatifs. Donc, j'avais un bloc de 20 Blade Guys, un bloc de 10 qui ont évidemment été All-Star, qui ont fait le travail tout le long de la fin de semaine. Très belle liste, qui peut cogner fort, mais qui débuffe beaucoup aussi avec le Krogast qui donne moins au dommage. Les Banshees qui protègent contre la magie, beaucoup de récursions aussi, donc vraiment, là, liste très intéressante. De mon côté, je suis allé avec les Cruel Boys. Je m'étais dit que mon armée de tournoi cette saison-ci, c'était les Sylvanettes. J'étais allé au tournoi de Season of War 2 semaines avant avec les Sylvanettes. Et la journée à 4 parties, le samedi à 4 parties, m'a fait peut-être un peu peur. Les Sylvanettes, c'est une armée que je ne maîtrise pas encore beaucoup. Je n'ai pas eu l'occasion de la jouer beaucoup depuis la sortie du Battle Tome. Et c'est une armée très tactique à jouer, donc qui demande de prendre beaucoup, beaucoup de décisions. Donc, je me suis dit, je vais faire trop d'erreurs, je vais être brûlé. J'ai été avec une liste que je maîtrisais très, très bien, les Cruel Boys que j'avais joué là, dans les 6 derniers mois, beaucoup en tournoi, avec un certain succès, mais un succès évidemment mitigé parce que c'est vraiment pas, c'est la pire armée du méta. C'est les Cruel Boys. C'est la pire armée du méta selon les statistiques là, de Honest Wargamer qui rassemble toutes les statistiques des GT qui ont lieu à travers le monde. Donc, ma liste, c'était Kragnos, parce que sans Kragnos, on manque vraiment là, de punch au corps à corps. J'avais un Sludge Raker qui était là parce que ça me fait un deuxième marteau et parce que ça me permet aussi d'augmenter les blessures mortelles de l'armée, qui est la principale force de cette armée-là. Je lui avais mis le trait de commandement qui lui permet de renvoyer sur un 4+, les blessures qu'il subit à une unité amie à 3 pouces. Pour subir les blessures, j'avais des gobelins, parce que des gobelins, ce n'est utile que pour mourir. Donc, j'avais une unité de 20 Staba à 150 points pour 20 points de vie. C'est les points de vie les moins chers auxquels j'avais accès. Bon, les joueurs qui connaissent Gloomspite me diraient que j'aurais dû prendre des Shoota qui sont aussi 20 points de vie, mais 10 points de moins. La seule raison pour laquelle je n'ai pas pris mes Shoota, c'est qu'ils ne sont pas peints. Ils sont encore sur des bases carrées de l'époque de Warhammer Fantasy Battle.
j'avais aussi 6 unités de 3 Bolt Boys, donc pour vraiment maximiser les dommages au tir. J'étais en Big Yellers qui me donnent un 3 pouces additionnel de portée. Donc, je me suis dit, j'ai 2 marteaux au corps à corps qui peuvent tanker beaucoup. J'ai beaucoup de tirs. Puis, il me restait un 95 points. J'ai opté pour le Fongoïde Cave Shaman, simplement pour aller chercher des points de commandement supplémentaires, puis peut-être un petit Mystic Shield ici et là, mais surtout pour le point de commandement supplémentaire, parce qu'en Cruel Boys, on a besoin d'énormément de points de commandement. Souvent, avec Kragnos, on va tenter des charges assez longues, des charges à 13, 14, 15 pouces. Sur 3D, ça se fait, mais on doit pouvoir relancer. On veut faire All-Out Defense, on veut faire aussi Unleash Shell, on veut se redéployer parce que nos unités sont très fragiles. Donc, on a besoin de beaucoup, beaucoup de points de commandement. Malheureusement, dans tout le tournoi, le chaman m'a donné 3 points de commandement en 6 parties. Donc, finalement, il n'a pas fait le travail du tout. Il m'a laissé tomber, le petit salaud. Alors, sur ce, il est retourné sur les tablettes et il va y rester à long terme, du moins jusqu'au Battle Tome Gloomspite qu'on attend avec impatience cet automne. Donc, voilà pour ma liste. On commencerait peut-être avec la première partie. En fait, avant de parler de la première partie, j'ai oublié de mentionner en introduction que ce tournoi-là, en fait, le classement se faisait en fonction du nombre de victoires. Et ensuite, le bris d'égalité se faisait avec les victoires majeures et le deuxième bris d'égalité était le nombre de points de bataille qu'on a cumulés. Donc, vraiment, notre score cumulé. Donc, il fallait, même en cas de défaite, là, tenter de maximiser les points qu'on allait chercher pour essayer de se classer le plus haut possible. Donc, je continue dans le même ordre. Alex, ta première partie. Oui, bien, en fait, ce qu'il faut mentionner aussi, quelque chose que personnellement, je n'ai vraiment pas apprécié, les scénarios étaient tirés le matin même. Donc, on ne pouvait pas se préparer d'avance au scénario. Donc, 12 plans de bataille dans le manuel général, 6 étaient donc utilisés. Bon, c'est sûr que c'est difficile de construire une liste en fonction de ce qu'on va jouer. Donc, des fois, on est un petit peu tributaire du hasard ou du choix de l'organisateur. Donc, moi, c'est quelque chose qu'en tant que TO, je ne fais pas. Je divulgue toujours les plans de bataille utilisés plusieurs mois d'avance pour permettre aux joueurs de se familiariser avec ces 10 plans-là, parce que c'est toujours, des fois, ça fait quelques instants. Oups, celui-là, je ne l'ai pas vraiment joué. Souvent, on va lire, c'est qu'on perd du temps. Donc, c'est plus difficile de se préparer pour 12 plans de bataille que pour 6, ça va de soi. Ma première ronde était un match-up que je ne voulais vraiment pas voir contre Danick Gagné, donc qui est un autre tireur de dés, donc un autre camarade de Trois-Rivières de mon groupe de jeu. Une liste de Séraphon en Fangs of Sotek. Donc, qui, grosso modo, avait un Slann, un Astrolite, plein de Skink Priest, qui avait également deux grosses unités de 30 Skink, qui avait également un Stégadon, un héros sur Stégadon. Bref, c'était beaucoup de magie, beaucoup de tirs, des choses donc, contre lesquelles je n'ai pas beaucoup mon mot à dire. Donc, ce n'était pas une partie que je trouvais à mon avantage. Et le scénario était Head-on Collision, donc 3 objectifs donc en ligne diagonale. Et celui dans la zone compte pour 1, le milieu compte pour 2, et dans le territoire adverse compte pour 4 points dans le scénario. Et on ne peut pas contrôler les objectifs lors de la première ronde de bataille. Essentiellement, première partie, on est un petit peu fébrile un peu. Et ça s'est vraiment joué sur un jet de dés qui a vraiment changé l'allure du match complètement, à savoir Danick avait un excellent combo du Purple Sun et du Hourgast. Donc, il misait sur le Purple Sun pour justement donc, enlever le Rend pour que ses skins deviennent encore plus dangereux au niveau du tir. Et soudainement, oups, ben là, tu ne peux pas faire tu ne peux pas les immuniser au Battle Shock à cause du Hourgast. Donc, on fait du dommage et après ça, pouf, on double presque ce dommage avec le Battle Shock. Et justement, ben moi, ce qui s'est passé, ce qui m'a sauvé, c'est qu'après une attaque qui m'a tué, je pense, 9 Volkites sur 20, ma bannière m'a protégé de l'effet du Hourgast. Et c'est cette même unité-là, j'ai pu en rallier 6 ou 7 lors du prochain tour, donc pour me remettre presque à plein régime. Et c'est cette unité-là qui a grindé toute la partie. Et j'ai pu enlever un bon moment son Hourgast pour pas qu'il puisse se relancer et ainsi de suite. Bref, j'ai vraiment encaissé beaucoup plus que je pensais.
Danick a fait une petite erreur au niveau d'une tactique de bataille en voulant prendre un élément d'écart dans mon territoire, mais grâce à un redeploy, j'ai pu annuler cette tactique-là. Et ça s'est fait en fait, là, j'ai gagné toutes les priorités. Et j'ai pu, dans un seul tour, j'ai pu vraiment charger avec le gros de mon armée qui était vraiment bien en château. Et j'ai pu essentiellement éliminer ses 60 skinks lors du même tour. Donc, 2 combats qui lui a fait mal, qui a coupé les reins. Et la partie Séraphon est une armée qui se joue relativement lentement. C'est terminé là après la 3e ronde de bataille. Et on a joué les 2 derniers tours. Dans le fond, là, on a talk, on s'est parlé, en fait, ben moi, je peux faire telle tactique, ces choses-là. Et c'était une victoire majeure pour moi. Il ne m'a pratiquement rien éliminé, ou du moins, ce qui m'a éliminé, je l'ai rallié. Alors que moi, j'ai pu faire des dommages assez impressionnants au niveau de son armée. Donc, j'ai commencé très, très fort avec un 35-5, si je ne me trompe pas. Et ça a été la seule défaite de Danick. Donc, Ouais, il ben a c'est remporté ça. ses 5 autres parties après. Danick, qui est au Québec, qui est connu comme étant un très, très bon joueur, un Oui, excellent joueur, tout à fait. Séraphon. Effectivement, Danick a finalement fini 5 victoires, 1 défaite. Oui, Et s'est bien relevé de sa première défaite. Puis il a fini vraiment. 5e au classement général à la fin. Là. Oui, Donc, vraiment une excellente performance de Danick. tout à fait. Oui. Puis ton armée, ça confirme à quel point elle peut encaisser du dommage, Oui. est extrêmement tanky. Et ton ralliement sur 4+, c'est tellement fort. Là. Tu l'as dit, tu perds 9 Volkite, tu en rallies 6 ou 7 après. C'est décourageant pour l'adversaire aussi. Là. Ça t'amène 12 Oui, points de vie, 14 points de vie. C'est fort. oui, et quand même, puis tu sais, juste sur ce jet de dés-là, si je n'avais pas réussi mon jet de 4 mais j'aurais probablement perdu peut-être toute mon unité. Et ça aurait changé complètement l'allure de la partie. Mhm. Donc, juste un petit jet de dés crucial au bon moment pour me protéger de son Horror Gas a changé la donne. De ton côté, Vincent, la première partie, comment c'est passé? La première partie, j'ai affronté des Stormcast Eternal avec un joueur 40K qui venait tout juste de faire la migration vers EOS. Fait qu'il ne savait pas encore trop comment jouer. Lui-même, de son propre aveu, a fait des grosses erreurs. Notamment, il a pris le premier tour, ce qu'il n'aurait jamais dû faire. Alors, je me suis installé et là, c'est un scénario qui était favorable pour mon armée parce que moi, je me déployais toujours dans une bulle de 12 pouces, 11 Mhm. pouces et demi autour de mon Krulgas, ce qui me permet en même temps d'être dans la bulle des Banshees, qui me permet d'être dans la bulle du Guardian of Soul avec le +1, dans la bulle de mes Spirit Torment. Bref, tout est en paquet et là, c'était facile. On avait juste une ligne à traverser. Et au premier tour, dans le fond, c'est ça, il s'est déployé. Je me suis déployé, j'ai mis une unité en réserve, une unité de Blade Geist. Et il a décidé de prendre le premier tour. Je ne sais pas pourquoi. Il m'a tiré dessus, il a tué 3 modèles, je les ai ramenés avec les Spirit Torment. Et là, ça a été mon tour. J'ai avancé, j'ai fait apparaître les Blade Guys, j'ai réussi ma charge à 9, je l'ai relancé, j'ai réussi sur la relance. Et l'ouverture qu'il m'a donnée, c'est sur son général. Son général est mort au tour 1 et j'étais confortablement ici avec 10 Blade Guys sur son objectif, alors que lui avait un seul héros sur son objectif dans le fond de sa cour et on n'a même pas commencé le tour 2. Et j'ai gagné le double tour. J'ai été chanceux, j'ai gagné le double tour. Là, je m'étais avancé juste assez pour pouvoir, moi, le charger, mais que lui, avec son 5 pouces de mouvement, ne puisse pas me charger si jamais c'est lui qui gagnait le tour. Donc, j'ai avancé, j'ai chargé, j'ai marqué tous les points, j'ai fait la battle tactique. La riposte a fait mal parce qu'il y a eu des fulminateurs, puis avec mes charges, nécessairement, je me suis retrouvé à sortir un peu des bulles. Mais comme je jouais essentiellement multiple small unit, hein, je joue plein de petites unités à effectif minimum, ben, même ces fulminateurs ont tué 10 Harridan, mais somme toute, c'est sans conséquence. J'ai gagné la priorité au tour 3, j'ai fini de nettoyer la table, il lui restait un héros, puis 5 petits libérateurs dans le ciel. On s'est serré la main, puis on a considéré que c'était terminé là. Je veux dire, il n'y a plus rien qu'il pouvait faire. J'ai contrôlé les objectifs à tous les rounds et j'ai fait tout le même battle tactique. Donc, c'était payant. Ça a été un premier round vraiment payant, assez facile. Et la discussion nous a amené dans un scénario comme ça, il ne fallait pas qu'il me laisse le premier tour du tout, du tout. Là. Il fallait absolument qu'il me laisse le premier tour, mais que lui essaie d'avoir l'option du double tour. Le double tour là, lui a fait tellement mal. Fait que c'est ça. J'ai eu un adversaire qui n'avait pas beaucoup d'expérience. Il d'ailleurs a fini très bas aussi dans le classement. Mais on s'est reparlé en fin de tournoi. Il y a eu un beau tournoi. C'était comme une première expérience pour lui à OS. Fait que c'était parfait. C'est toujours agréable de voir des joueurs partir de 40K et venir vers AOS. Bon, la Ils ont lumière. enfin vu la lumière. Voilà. De mon côté, j'ai aussi affronté des Stormcast Eternals au tour 1, mais
un joueur un peu plus expérimenté, là, François Morin, qui a habité en Angleterre les dernières années. Il vient de revenir au Canada. C'est un ami de Rob, de Honest Wargamer aussi. Donc, un joueur qui était quand même habitué de jouer avec une splendide armée là, peinte. C'est une armée qui a gagné des prix de peinture là, dans d'autres tournois. Donc, une armée vraiment très, très bien peinte. Mon tour 1 a été difficile. On se déployait donc, comme Alex l'a expliqué, il y avait 3 objectifs en diagonale et les zones de déploiement étaient dans des coins. Donc, moi, j'ai beaucoup d'unités. Je me suis retrouvé à ne pas avoir beaucoup de place pour me déployer. Et au tour 1, je lui ai laissé le tour 1. J'avais moins de pauses que lui. Et il a réussi à lancer la comète et à la placer à un endroit où il a pu toucher toutes mes unités. Fait que ça a fait extrêmement mal. J'ai perdu des Bold Boys. Il a blessé tout avec sa comète. Ça a été un peu horrible comme premier tour. Je me disais que c'est mal barré. Là. J'espère que. Mais finalement, les choses ont bien tourné parce que Kragnos, lui jouait le Storm Drake, un Storm Drake qui se fait charger par Kragnos. En fait, le premier coup, je n'ai pas réussi à le tuer. Il était quand même tanky, mais je n'ai pas compris pourquoi, à son tour 2, il a décidé de retraiter, de ne pas laisser son Storm Drake en combat avec Kragnos, alors que de la manière qu'il était équipé, il ignorait beaucoup de Ren, tout ça, sa save était tellement bonne que Kragnos aurait eu vraiment de la misère, il aurait perdu du temps à grinder finalement son Storm Drake, mais il a choisi de le retraiter, ce qui m'a permis à mon tour de le recharger à nouveau, de relancer mon 2D, puis là j'ai explosé, puis j'ai fait trop de mortels pour le Storm Drake. Donc ça lui a fait très mal. Il y avait aussi 2 unités de protecteurs qui ont tenté, qui étaient dans le ciel, puis qui ont tenté de venir chercher mon objectif dans ma zone, qui était gardé par mon Sludge Draker, mes gobelins et des Bold Boys. Et je peux confirmer qu'un Sludge Draker sur Egomaniac avec Smelly One, ça peut tanker 10 prosécuteurs et leur faire très mal, surtout quand je me mets à tirer et tout ça. Donc, au global, là, on a eu le temps de jouer seulement 4 tours, mais au global, là, j'ai eu le dessus à cause de mes mortels. Son armée était faite pour être très, très tanky. Les prosécuteurs ont une save à 2+, je pense. Mais ils n'ont pas de save contre les blessures mortelles et moi, je fais énormément de blessures mortelles. Tu parles des Annihilators ou des Vindictors? Sur des lances? Non, ils ont. Mais c'était pas ceux qui font des blessures mortelles. Les protecteurs. Oui, protecteurs, c'est ça. 3+. 3+, bon, puis plus en loud defense, il tombe à 2+. Donc, ouais. Puis en plus, il s'est retrouvé en cover là, de la manière dont le combat s'est fait. Il y avait une de ses unités qui était sur une pièce de terrain, donc en cover, donc il passait à 2+. Vous pouvez ajouter à loud defense par-dessus ça. Mais les blessures mortelles ont quand même eu raison de lui. On a joué 4 tours, ça a été une victoire 19-14 pour moi. Donc, pas un gros écart parce que j'ai été prendre son objectif juste En fait, je n'ai pas été prendre son objectif dans sa zone. J'ai juste joué à garder le milieu. Puis mon objectif, c'était suffisant pour me garantir la victoire. On passe maintenant à la deuxième ronde. Alex, contre qui as-tu joué et comment ça s'est passé? Oui, je joue contre François Saint-Pierre-du-Bois, donc un Gatinois que je ne connaissais pas, donc un nouvel adversaire qui jouait Night Hunt. C'est un joueur qui avait quand même de l'expérience, qui a fait des Adepticons dans le passé. Son armée, en fait, la chance que j'avais, c'est que Night Hunt, je les connaissais beaucoup. J'ai quand même joué beaucoup de parties test contre Night Hunt. Donc, j'avais une bonne idée de qu'est-ce qu'il pouvait faire. Puis je trouve que c'est un bon match-up pour mon armée. On joue à Battle Line Drawn. Donc, ça veut dire que ce sont les quarts de table qu'il faut contrôler, non des objectifs. Et en plus, ce qui le désavantageait considérablement, il ne pouvait pas téléporter d'unités. Donc, il ne pouvait pas utiliser sa règle, donc de mettre des unités en réserve et les faire apparaître. Donc, ça, pour moi, c'est un gros avantage. Et ce n'était pas une liste qui était une liste que je considérais comme étant une net list de Night Hunt. Ce n'était pas une liste que je trouve qui était excessivement forte. Il y avait essentiellement plusieurs personnages comme Lady Olander, un Knight of Shroud on Steed, un Krulgas Cruciator. Également, je pense qu'il y avait 2 Spirit Torment dans ces eaux-là, 2 petits packs de Chain Rasps, je pense que c'est 2 packs de nuées, 2 unités d'X-Rate. Donc, rien de très, très éti pour faire mal à mes Fire Slayers qui peuvent encaisser beaucoup. Et j'ai pris le premier tour. Je me suis installé confortablement dans les 3 quarts de table, donc pour avoir toujours plus d'objectifs que lui. Je protégeais mes Volcat qui étaient Expert Conqueror. Il n'y avait pas d'Expert Conqueror. Et devant, j'avais placé là, mes unités là, de Earthguard Berserker et j'avais buffé mon unité de Volkite au milieu. Fait que je suis vraiment très, très fort
pas mal partout sur la table. Et là, il a été très patient au début. Je lui ai fait coller le tour. Donc, il avait été très prudent, donc il n'a pas eu le choix de s'ouvrir parce que là, c'est maintenant moi qui avais l'initiative, l'avantage d'un potentiel double tour et il s'est littéralement frotté à un mur de nain. Il n'a vraiment pas fait assez de dommages et moi, après ça, j'ai pu jouer 2 tours et j'ai décimé son armée assez facilement. Je pense que je l'ai tablé après 3 ou 4 rondes, je ne m'en sais plus exactement. Mais c'est une autre victoire majeure pour moi. Il jouait Emerald Host, donc je pense que c'est une des hosts les plus jouées. Mais justement, comme Vincent le disait tantôt, là, Scarlet Doom permet vraiment d'augmenter considérablement le damage output quand on joue des Blade Geist pour justement compenser peut-être le petit manque de punch. Et malgré tout ça, il a très bien roulé ses charges. Je pense que pratiquement à chaque unité qui chargeait, une de ces unités roulait un 10 plus sur les charges. C'est toujours strike last, strike last, strike last. Je pense qu'une unité, à un moment donné, j'avais un -3 de sauvegarde, strike last. Puis, tu sais, je veux dire, là, mais malgré tout ça, c'était pas suffisant. Avec le Ward 5 plus de ma bannière, j'ai sauvegardé beaucoup. J'ai pu retraiter mes Volkites. Après, au tour suivant, en rallier toujours un. Donc, j'ai toujours eu le dessus comme ça. Puis, lui, je traversais unité, unité, unité. C'est des petites unités très fragiles. Donc, moi, je n'ai pas eu trop de difficultés. Donc, c'était une autre victoire solide pour moi. C'est le défaut des Night Hunt. Ils peuvent, autant la sauvegarde éthérée est bonne contre les armées qui ont peu d'attaques avec beaucoup de perforations, Ouais. autant ils peuvent être fragiles aussi là, dès que l'adversaire sature un peu en termes de nombre d'attaques. Exact. De ton côté, Vincent, comment s'est passée ta deuxième partie? Je pense que tu as joué contre un excellent joueur parmi les meilleurs au Canada. Ouais. Oui, Olivier Dempsey de Season of War avec des docks et on vient de parler de saturation. Les Nightons ne sont pas faites pour encaisser ça. Il y avait un gros pack de Witch Elf au centre, un pack de 20 d'un côté, un pack de 20 Sisters de l'autre côté, deux chariots derrière, puis quelques héroïnes pour buffer tout ça. C'est un scénario qui me désavantage. Je ne peux pas enlever des modèles pour les téléporter. Ça me désavantage aussi doublement parce que ma grande stratégie que j'ai choisie, qui est très, très bonne, là, que j'ai pu faire dans toutes les autres parties, c'est Fight or Flight. Ça veut dire qu'à la fin de la bataille, si j'ai une unité Nighton sur un objectif, il ne doit pas y avoir d'unité ennemie à 6 pouces ou moins. Donc, ce qui est facile, parce que souvent, au dernier tour, je peux juste retraiter les objectifs, puis je remplis la condition. Si je suis tablé, ça marche. Sauf que là, tout le terrain est considéré comme un objectif, parce que ce sont les quarts de terrain, c'est bien spécifié que ça compte comme des objectifs. Donc, je sais qu'à la fin, ça va être facile pour lui d'amener une unité à 6 pouces de moi, à moins que ce soit moi qui ai le dernier tour, puis je réussisse à retraiter. Fait que je pars avec 3 points de retard sur lui. Lui, sa grande stratégie, elle est super facile à faire. C'est que toutes ses unités doivent s'être battues ou être mortes pendant la bataille. Et on sait que Doc, en plus, a 2 points de bonus parce qu'il y a 2 battles tactiques qui lui donnent un point supplémentaire qui sont presque automatiquement réussis. Donc, je suis un peu stressé. Je sais que ça va faire trop mal pour moi. Puis je sais qu'en termes de points, je pars avec un désavantage. Premier round, bon, évidemment, Olivier Dempsey, c'est un joueur super prudent. Je me déploie en castle. Il a fait la même chose de son côté. On a comme joué pendant 2 tours à se placer, mais il a l'avantage de la mobilité avec un run and charge. Et moi, au deuxième tour, quand j'ai joué, j'ai pas de battle tactique que je peux faire à part aller tuer une unité qui est un peu loin. Et j'ai fait là, je pense, une grosse erreur. J'ai essayé avec des X-Rays d'aller chercher la battle tactique, même si c'était très incertain. Je ne l'ai pas réussi d'ailleurs. Et ça a fait en sorte que mon castle, qui était généralement fait avec 2 unités d'X-Ray puis une unité de Harridan en avant, ben, il y a un côté qui était ouvert. Et ça a fait en sorte que là, quand il s'est déplacé, j'ai dû laisser de la place pour que passe sa grosse unité de Witchell qui a pu frapper le bloc de Blade Guys derrière. Ça s'est effondré sur sa charge. Ça a tellement fait mal. Et là, j'ai des unités qui se sont retrouvées avec le redéploy puis les pylines à être en dehors de la bulle des Cruciators. Bref, j'ai appris. C'est une belle partie. J'ai appris. Je pense que j'ai été trop agressif. J'aurais dû brûler une tactique de bataille autour d'eux parce que je ne pouvais pas en faire pour juste me placer comme il faut puis espérer après ça, au tour suivant, avancer. Mais là, le mouvement que j'ai fait m'a obligé à faire un redéploy dans l'espoir de le bloquer qui m'a fait sortir de ma bulle du Cruciator. Bref, une erreur en a entraîné une autre, puis ça s'est écroulé à une vitesse incroyable. Et il m'a tablé au tour 4. J'ai quand même réussi à marquer pas mal de points, puis j'ai fait une battle tactique après ça pour tous les autres rounds. J'ai finalement fait ma grande stratégie, puis j'étais tablé, fait que j'avais plus d'unités sur les objectifs à moins de 6 pouces des unités ennemies.
Mais ça a été difficile. Olivier a super bien joué sa partie. C'est le fun de voir un bon joueur de l'autre côté, très, très stratégique, très patient. Il savait ce que mon armée pouvait faire. Il savait comment jouer son armée, ça paraissait. Fait que ça a été une première défaite dans le tournoi. C'est intéressant de voir une liste Daughters of Cain sans Moratti aussi. Il a très bien performé. Je pense qu'il a fait 5-1, si ma mémoire est 5 victoires, une défaite, donc très bon classement. Cette partie-là finit 28-17, donc il a quand même réussi à faire 17 points dans un match-up plutôt défavorable. Puis on va se le dire, ce plan de bataille-là, ce scénario-là est complètement pourri, au sens où empêché de téléporter, tu dis littéralement au Caradron puis au Sylvanette qu'il ne joue pas cette partie-là. Exact. Il y a une joueuse Caradron au tournoi qui était complètement découragée. Là. Tu perds l'essentiel des habiletés. C'est le genre de scénario qu'on ne met pas dans un tournoi généralement. Et surtout pas dans un tournoi dans lequel tu n'as pas annoncé les scénarios à l'avance. Oui, exact. Ça fait une différence. Oui, vraiment. De mon côté, j'ai joué contre un ami, Pierre-Luc Héroux, que vous avez eu la chance de voir sur la chaîne là, quand on a fait l'analyse du Battle Tome des. Ou la malchance. Ou la malchance, voilà. Oui, parce qu'il était avec nous pour l'analyse du Battle Tome des Idonettes Deepkin. Donc, il jouait ses Idonettes. Ça a été une partie super serrée, super intéressante. Lui jouait une liste avec beaucoup de requins, une tortue, un petit bloc de Thrall, puis Volturnos. Donc, il tirait énormément, je tirais énormément. Les deux, on avait beaucoup de portée. Donc, on s'est tiré, on s'est délité des unités. Rapidement aussi, Kragnos a été capable d'aller charger sa tortue et son bloc de 10 Thralls. Donc, j'ai été capable de sortir ses Thralls, sortir sa tortue, exploser sa tortue. Donc là, sa tortue lui a quand même fait mal à Kragnos aussi. Mais quand même, donc là, à ce moment-là, Pierre-Luc sentait qu'il était peut-être en situation de désavantage de perdre la game, mais moi, je perdais beaucoup de Bold Boys parce que des requins qui tirent dans des Bold Boys sur une sauvegarde à 6, j'ai perdu rapidement mon punch au niveau du tir. Puis le Sludge Raker a fait le travail, mais lui aussi a reçu énormément de tirs, puis il a fini par mourir. Donc, je pense que c'est au tour 3 ou 4. Kragnos vient de tuer la tortue, tout ça. Il lui reste essentiellement Volturnos et une unité de 3 requins. Donc, je tire avec mes. Ou 4. Oui, il restait 4 requins, c'était sa grosse unité. Donc, mes Bold Boys tirent, tuent un requin, Kragnos charge dans ses requins, tue un requin, je pense, finit un requin blessé avec les blessures d'impact. Et il lui reste 2 requins et on est au tour 3. C'est vrai, on est à la fin du tour 3 parce que lui frappe en premier, donc comme Idonette. Il fait un Unleash Shell, il attaque en premier et je pense qu'il restait 8 blessures à Kragnos. Il a réussi à faire les 8 très exactement. Tuer Kragnos, j'ai raté mes sauvegardes. Donc là, à ce moment-là, en tuant Kragnos, ça lui a donné un petit avantage et il a fini par gagner la partie par 1 point. Ça a fini 21-20 pour lui. Donc, partie vraiment très, très serrée avec des revirements parce qu'en début de partie, j'étais vraiment en bonne position. Puis après ça, il a réussi à tuer le Sludge Raker, puis à tuer Kragnos alors que je ne m'attendais pas du tout à ça. Et là, ça a été une petite décision de ma part qui a tout fait changer la partie parce que à ma phase de héros, quand j'ai fait mon action héroïque, j'ai hésité entre. Mon général était mort, donc j'ai hésité entre me faire un point de commandement sur 2+, ou guérir Kragnos. Puis je me suis dit, ouais, si je guéris seulement un point de vie à Kragnos, c'est pas grand-chose. Il me restait un point de commandement. Je me suis dit, j'en ai vraiment besoin d'un deuxième parce que je vais vouloir à attaque pour vraiment détruire ces requins. Puis j'ai besoin de relancer ma charge parce que je pense que c'était une charge à 12 pouces que j'allais avoir. Donc 3D, 12, Fait que j'ai besoin de 2 CP. Fait que j'ai pris le CP, puis finalement, il a tué Kragnos au point de vie près. Donc si j'avais guéri, puis je n'ai pas eu besoin de relancer ma charge, on ne le sait jamais à l'avance, mais finalement, je n'ai pas eu besoin. Fait que finalement, si j'avais choisi de guérir Kragnos avec l'action héroïque, ne serait-ce qu'un point de vie, il aurait survécu. Il aurait probablement tué les requins quand même parce qu'il braquait très, très peu. Fait que voilà, fait que sur une décision comme ça, j'ai perdu la partie par 1 point. Mais belle partie serrée, c'est toujours des parties. Il y a toujours quelque chose d'épique dans mes parties avec Pierre-Luc Héroux. Je l'avais affronté pour ton anniversaire, Alex. On avait fait une soirée de gaming. J'avais affronté Pierre-Luc à ce moment-là, puis c'était encore une partie avec plein de revirements. J'avais mes Sylvanettes avec Alariel. Il m'a tué Alariel tour 1. Puis après ça, tour 2, j'ai détruit presque toute son unité, ses unités avec Drisha puis les spells du Warsong. Puis finalement, je l'ai tablé au tour 2, je pense. Fait que ça a été là, plein de revirements. Fait que c'est toujours comme ça avec Pierre-Luc. C'est le fun. Fait que voilà. Fait qu'après 2 parties, j'étais 1-1. Vincent aussi et Alex, t'étais 2-0.
Ouais. Donc, comment s'est passée ta troisième partie? Ça n'a aucun lien avec l'adversaire qui est extrêmement agréable, mais c'est ma partie la moins plaisante du tournoi. Le scénario, j'ai oublié le nom, mais c'est celui qui a 4 objectifs en territoire central et que tuer une unité Galatian Veteran donne 2 points additionnels, 1 point de plus sur l'objectif. Et j'affrontais Gabriel Sanson. Gabriel Sanson, un des plus chics types qu'on peut rencontrer sur une table de gaming, mais qui jouait non seulement une armée miroir, mais qui jouait la liste miroir parce que depuis plusieurs mois, on se parle justement, on joue Fire Slayers, on se lance des idées, on s'échange et finalement, la liste qu'il voulait apporter ne pouvait pas la finir de la peindre à temps. Donc, m'a dit qu'à quelques semaines du tournoi, j'apporte ta liste. Fait qu'on a joué la même liste, il l'a adapté un petit peu, que moi, j'ai copié. Donc, il m'a copié et je l'ai copié par la suite. On avait de différents uniquement, je pense, un artefact de pouvoir. C'est tout. Donc, et ce scénario-là, on sait, on était super prudent, on a invoqué nos murs, fait qu'on a littéralement divisé la table en deux. Et les murs, donc, nous prévenaient d'aller nous attaquer parce qu'on ne voulait pas charger et se faire strike first. Et donc, on a, vu que j'ai commencé à jouer en premier, j'ai pu avoir le score more, donc le point de plus. Et j'ai resté hyper défensif, dit viens me chercher. Puis lui aussi, il était un petit peu hésitant. Bref, ça s'est joué sur qui va réussir à enlever les murs de l'autre avec les prières pour empêcher l'autre de faire sa grande stratégie. Et finalement, ni un ni l'autre, on a réussi à enlever le mur de l'autre. Donc, ça a fait en sorte que j'ai remporté par 1 point à cause que j'ai joué en premier et que j'ai eu le fameux score more lors de la première ronde de bataille. Fait que j'ai commencé 3-0 la première journée. J'ai vu un chat noir. Est-ce que ça va me porter malheur? Toujours. Toujours. On pourra s'en parler lors de la partie 5. On n'en parlera pas longtemps. Vincent, comment s'est passée ta partie 3? Ça a été nul. Encore une nulle. J'en ai fait 2 au Oui. tournoi de Season of War. Là, j'en ai fait une. Et c'est toujours le fun, les nuls, parce que ça fait des parties qui vont jusqu'à la fin. Puis chaque jet de dés jusqu'à la fin est important. Dans ce cas-ci, on n'aura pas le temps de jouer le 5e round parce que là, puis c'est dommage parce que j'avais la partie. Mon adversaire le savait aussi, mais on était pressé par le temps. J'ai affronté des Iron Jaw et Crownspine. Contre les Night Hunt, l'incarnation est vraiment, vraiment désagréable. Elle empêche la retraite et dans le fond, on vient d'enlever la bibliothèque principale des Night Hunt qui est de retraiter et charger. Puis je pense que j'ai fait des petites erreurs dont je vais apprendre parce que c'est le fun, parce que les erreurs que je vais faire là, je vais m'en souvenir pour la dernière partie que je vais finalement gagner. Ce qui s'est passé, je me suis déployé en castle comme d'habitude, mais un peu trop serré, ce qui fait que quand Spine est arrivé, il a pu engager 2 unités que je venais finalement de perdre, avec lesquelles je ne pourrais rien faire de la partie. Mais j'ai vu que le Crown Spine était proche. Je me suis dit, je vais envoyer le Purple Sun, je vais le charger avec mon gros bloc de 20 qui était juste à côté. Puis en 2 tours, ça va être fini. Voir si je suis chanceux, si je roule le 1 avec le Purple Sun, puis je charge, je pourrais le finir du premier coup. Sauf que j'ai oublié que quand un Endless Spell est proche de l'incarnation, elle peut manger le Endless Spell et gagner un niveau. Et c'est produit. Fait que j'ai réussi une charge. Je l'ai descendu d'un niveau, mais il avait monté au niveau 3. Ça a fait en sorte que mon gros bloc de 20 Blade Guys s'est retrouvé un peu exposé. Puis mon plus gros marteau a été, dans le fond, détruit le tour d'après par l'adversaire. Mais il jouait plusieurs petites unités. Il y avait beaucoup d'unités Galatian aussi, ce qui m'a permis, j'ai contourné la map, j'ai été frappé là où il était le plus faible avec mes unités. Puis j'ai tranquillement réussi à le gruger. J'ai eu un Purple Sun aussi qui a enlevé son héros, là, un de ses héros principaux au 3e tour, ce qui a eu un impact monumental parce qu'il était pour charger des attaques avec 6 de dégâts et tout. Là, ça aurait été horrible. Puis juste avant qu'il puisse faire ça, j'ai dit non, ça ne se passera pas. J'ai roulé un 1, on enlève cette pièce-là. Fait que le Purple Sun m'a un peu sauvé. Puis je pense que j'ai adopté une bonne stratégie. Là. Quand j'ai vu que ça ne marchait pas d'un côté, je me suis déplacé avec toute mon armée de l'autre pour frapper fortement là où il était faible. Puis là, tranquillement, le gruger unité par unité, alors que lui était splitté sur les 4 objectifs, ce qui faisait qu'il ne pouvait pas répliquer en force. Puis au tour 4, on a roulé. J'ai réussi à faire seulement de points pour aller chercher la nulle. Puis là, au tour 5, malheureusement, le juge était à côté de nous. Il dit OK, là, c'est terminé, les gars. Puis lui, il ne voulait pas jouer le tour 5. Il a comme insisté pour. Il a bien fait sentir qu'il ne voulait même pas le talk out parce qu'il savait très, très bien que son talk out, il n'y avait aucune chance. J'étais en bonne posture, je faisais plus de points. C'est un petit peu dommage que ce soit fini là.
Mais je suis sorti avec une nulle. J'étais quand même content. Je pense que lui aussi était content qu'on se serre la main là-dessus. C'est un adversaire super sympathique, là. J'ai eu une bonne partie. Mais j'ai appris l'incarnation, si possible, en Night Hunt, il faut l'éviter, il faut jouer autour. Elle ne nous fait pas très mal. Là. On a juste besoin de l'occuper avec une unité de 10 à Ridden, puis elle est pognée là pendant 3 tours parce qu'on ignore le reine, on a moins 1 de dommage si on laisse le cruciateur proche. L'incarnation ne fait rien. Mais il ne faut pas la nourrir avec des trop grosses unités qu'on va geler dessus. Là. Ça nous coûte trop cher. De mon côté, j'ai joué contre Kevin McDewitt et des Soulblight Gravelords qui avaient beaucoup de Galician vétérans. Et c'est le Battle Plan dans lequel, quand on détruit une unité de Galician vétérans, on fait 2 points de victoire. Puis si cette unité-là contestait un objectif, on fait un point de victoire supplémentaire, donc 3. Lui, il y avait des zombies, il y avait des loups, et moi, j'avais Kragnos. Alors, et lui devait contrôler des objectifs. Donc, j'ai fait dans la partie 17 points, juste seulement en tuant ces unités Galician vétérans. Parce qu'en plus, lui, sur 5 quand on détruit une unité, il peut la ramener. Fait qu'il y a 2 de ces unités que j'ai détruites 2 fois comme ça. Donc, j'ai fait comme 4, 5 points juste sur la même unité. C'était horrible. Fait que j'avais même pas besoin de contrôler plus d'objectifs que lui. Généralement, il en contrôlait 2, j'en contrôlais 2. Mais moi, je savais que je gagnais juste à promener Kragnos, à aller à chacun de mes tours. Kragnos me donnait 2 à 3 points supplémentaires juste en détruisant une unité de Galician vétéran. Voilà, ça a été ça. Puis il jouait aussi un Vampire Lord, il jouait aussi Manfred, donc qui peut se téléporter au début de la phase de combat. Mais comme j'avais Kragnos, il les a joués très prudents. Il ne voulait pas se mettre à portée de charge de Kragnos parce qu'on sait que juste avec les blessures mortelles, je peux les exploser. Donc il a joué prudemment. Puis ce qui a amené un peu plus proche, c'était ses Galician vétérans. Donc, moi, c'était piou, 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 puis on charge, puis on détruit tout. Puis c'était une partie disons que ça a été ma partie la plus facile du tournoi. Il n'y avait aucune chance dans ce scénario-là compte tenu de sa liste. Puis comme on ne connaissait pas les scénarios à l'avance, ce n'est pas de sa faute. Il a juste été victime un peu du hasard. Donc, victoire pour moi pour la 3e partie. On passe maintenant à la 4e partie, la dernière de la journée. Donc, il est rendu, la partie commence, il est presque 5 heures. Je pense que ça a débuté à 5 heures moins quart jusqu'à 7h30. On commence à être fatigué. On a déjà 3 parties dans le corps. Alex, comment s'est passé ta Game 4? Très serré, très serré. Un autre match-up très défavorable pour moi avec contre Olivier Gandouet, qui est un joueur là, très connu aussi au Québec, là, qui a remporté le CCB en 2018, d'ailleurs, l'année avant que je le remporte. Jouer une liste de Sigmar, Aluheart, donc magie et tir, donc les 2 choses que je redoute le plus. 2 unités de 30 crossbowmen, 4 mages en tout et partout. Purple Sun, le Soul Scream Bridge, Lowerghast, 2 Fulminateurs, 5 Drake Spawn Knight, 10 Free Guild Guard, l'Hurricanum là-dedans aussi. Bref, c'est une liste, et voilà, exactement. Puis c'était de Night's Path. Fait qu'il fallait que je me sépare. Il y a 4 objectifs dans chacun des 4 coins. Et ça, ce n'est pas quelque chose que j'aime faire, me séparer. Et bien, ça a été très serré. J'ai réussi là, à encaisser un peu plus ce qu'il pensait. J'ai roulé très, très bien sur mes wards, sur mes sauvegardes de protection. Mais je perdais des modèles parce qu'à un moment donné, c'est 120 tirs qui touchent sur du 3, qui blessent sur du 2. Le Purple Sun enlève un Dren. Fait que ça tombait quand même. Et j'ai mal saisi, en fait, là, sa grande stratégie qui était, je pensais qu'il devait avoir une unité de Galician Veteran dans chaque. Je sais c'est quoi le nom, là. C'est dans le livre de base, mais que chaque unité, chaque quart de table doit avoir une unité Galician Veteran. Alors, je pensais être capable, avec un bloc, de le tenir un objectif et de l'empêcher de le faire. Je suis allé pour 60. Mais en fait, j'ai su que c'était faqué, puis c'est vrai, c'était faqué, qu'il suffit d'avoir une unité avec un modèle dans chaque quart. Fait que tu amènes une unité au milieu de la table et j'ai une unité dans chaque quart de table. Et il a réussi sa grande stratégie comme ça. Et à la fin de la partie, ben, ça s'est décidé sur est-ce qu'il peut réussir une tactique de bataille. C'était 23-23 sinon. Et il pourrait réussir une tactique, ce qui lui aura valu la victoire 25-23. J'ai réussi à enlever quand même quelques unités. J'ai sacrifié des Earthguard Berserker pour attirer son feu, pour prendre des objectifs, faire des points. Mais malheureusement, ce n'était pas suffisant. J'ai manqué de tactique de bataille, moi aussi, de mon côté. C'est un peu une des choses difficiles contre une armée de tir qui reste loin de toi avec les Fire Slayers. J'ai besoin d'avoir une proximité pour faire de mes tactiques de bataille.
Et une fois avoir fait, par exemple, Desecrate Their Lands, euh, Against the Odds, ces choses-là, j'ai manqué de punch pour en faire. Ça a été très serré tout le long de la bataille. Ça s'est décidé à la fin. J'ai perdu 25-23 contre celui qui allait finir deuxième au tournoi. Oui, oui, Olivier qui a fini, comme tu l'as dit, deuxième au tournoi. Après, en fait, il était premier jusqu'à la dernière partie, la partie Exact. 10. Il y avait 5 victoires, pas de défaite. Il a affronté Carl Hung de Season of War et c'est Flesh Eater Courts qui était 4-1. Oui, Et exact. finalement, Carl en battant, il était deuxième et en gagnant la partie contre Olivier, il a réussi à passer devant lui. Puis Olivier, je pense, a fini troisième au total. Vincent, de ton côté, la partie 4. Oui, j'ai affronté Julien Cesse, avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir, qui jouait des Séraphons. J'avais eu la chance d'affronter Danick avec ses Séraphons à ta fête. Donc, j'avais en tête comment Séraphon fonctionnait. C'était sympathique. On a 4 objectifs et je commence mon déploiement et j'ai fait quelque chose que je ne fais pas souvent. J'ai commencé à faire mon déploiement, vraiment. J'ai mis mes X-Ray puis mes Aridin pour faire ma bulle. J'avais tout mesuré. Et là, je vois que Julien lui installe le principal de sa force ici à 9 pouces de l'objectif. Et là, je me dis, si je déploie tout dans mon coin, le temps que je me déplace, je vais subir les tirs des Séraphons, je vais subir sa magie. Il ne restera plus Grand Night Hunt, mais que j'arrive à lui. Alors, après 3 draps, j'ai décidé de changer et de refaire une autre bulle autour du Cruciator, mais à 9 pouces de lui, alors qu'il avait déjà commis pas mal de force de ce côté-là, en me disant, mais je vais pouvoir charger, frapper, puis éliminer des pièces, au moins contrôler 2 objectifs. Et ce qui est arrivé, c'est que Julien, voyant que je mets des forces là, au premier tour, a pompé ses Séraphons, ses 30 skins, et a décidé de les téléporter aussi dans ce coin-là pour me tirer dessus. Et il a surestimé, dans le fond, la puissance de feu de ces 30 skins ou sous-estimé la tankiness des Night Hunt. Et surtout, il a surestimé sa chance pendant la partie. Il a roulé des dés tellement mauvais. J'ai jamais vu ça. Ça a été horrible. Il n'a pas réussi à tuer mes 10 mes 10 Aridon, qui étaient sa bâton tactique, avec 30 skins buffés à fond. Il m'en a resté 2. Il m'en a juste enlevé assez pour qu'il rate toutes ses charges pour pas qu'il vienne les finir. Ça a été horrible. Et il va continuer à être malchanceux comme ça toute la partie. Moi, j'ai répliqué, j'ai chargé, j'ai nettoyé un côté de la table. Ses skins, je pense qu'il en restait 7 après, puis il y avait toutes sortes d'autres unités. Et dans toute la partie, et là, Julien en a parlé beaucoup après ça de sa malchance, et c'est vrai, souvent les gens mettent la faute sur le dos des dés, mais dans ce cas-ci, dans toute la partie, on a Talcott à la fin pour dire, ouais, probablement que tu as réussi à tuer cette unité de 5 X-Rate-là, et c'est la seule unité qui va tuer dans mon armée. Wow. J'ai contrôlé tout le board. À un moment, j'avais les 4 objectifs sur le board. Il lui restait Croac essentiellement qui se téléportait puis qui se sauvait. Mais il y a vraiment mais des jets de dés vraiment, vraiment mauvais tout le long de la partie. Il y avait un Basiliadon qui n'a rien fait. Il tuait 2 modèles. Je les ramenais avec le Spirit Torment tout de suite après. Fait que je pense que j'ai bien l'idée de changer mon déploiement, ce qui est rare. D'habitude, on a une stratégie, on est mieux de la garder dans le doute, mais là, je me suis vraiment adapté, puis je pense que ça a payé beaucoup. Mais c'est vraiment les dés qui m'ont assuré la victoire, là. Je veux dire, Julien Seize se battait contre moi, puis des dés qui étaient atroces de son côté. Donc, bon, ben, merci Julien pour cette deuxième victoire-là. Merci à tes dés surtout. Il y a des parties comme ça où on a l'impression d'affronter deux adversaires, nous et les dés, soit parce que notre adversaire est particulièrement chanceux ou que nous, on ne l'est pas du tout. De mon côté, j'ai affronté Ben Staunton qui jouait des Bone Splitters avec Kragnos. Donc, on avait un duel, un face-à-face entre deux Kragnos. C'était vraiment intéressant. C'est un joueur qui joue pas si souvent en tournoi. Ça a été une game quand même très épique, mais au final, il a peut-être manqué un petit peu d'expérience qui lui a fait prendre des décisions qui m'ont donné un petit avantage. Donc, d'abord, j'ai déployé en fait 3 Bold Boys entièrement à 6 pouces du coin. On est dans le Medius Path, donc on peut téléporter d'un coin de la table à l'autre. Je les ai mis là en me disant, à un moment donné, il va les oublier,
puis il va libérer son arrière, sa cour arrière lui-même, puis je vais pouvoir me téléporter. Puis avec 27 pouces de portée, mes tireurs, même en étant très, très loin dans le coin, pouvaient quand même protéger l'objectif qui était dans ma zone, tirer s'il venait le menacer. Je me suis vraiment déployé en château sur mon objectif à moi, avec seulement 3 Bolt Boys et Kragnos, vraiment proche de l'objectif qui était latéralement, là, dans le sens de la longueur, dans son territoire. Puis, donc, premier tour, lui avait mis une unité de, je ne me souviens plus du nom, là, d'orques quelconques sur cet objectif-là. Donc, Kragnos est allé nettoyer ça. Il jouait 2 chamans avec le masque, en fait. Donc, j'ai été capable de charger, puis avec les attaques à 3 pouces de Kragnos, d'aller tuer ce chaman-là, parce que ma peur, c'était qu'il tue Kragnos ou mon Sludge-Raker juste en roulant des blessures mortelles. Donc, j'ai réussi à aller prendre cet objectif-là. Lui a avancé, a pris l'objectif qui était proche du mien, mais il a joué très prudent parce qu'il avait peur de mes tirs. Donc, il a gardé des unités en cover sur des objectifs, puis il a chargé au début seulement avec ses orques, ses Boar Boys. Là, donc, il a chargé dans mes gobelins. Il s'est pris un Unleash Shell. Il y avait mon Sludge Raker qui a pu piler in. Donc, c'est une charge qui a un peu rien donné, malheureusement. Et après ça, il y a eu l'initiative. Puis il dit, au niveau de sa battle tactique, il dit, OK, je vais faire 2 unités entièrement dans ton territoire. Puis il me dit, avec Kragnos, je vais être capable de me rendre, mais je vais avoir besoin d'une course. Fait qu'il m'a annoncé qu'il allait utiliser Kragnos pour ça, alors qu'il aurait pu décider d'aller charger Kragnos. Donc moi, je me préparais à mettre mon Kragnos sur Finest Tower en l'ayant commis. Il y avait peut-être une charge à 12 ou 13 sur mon Kragnos. Je savais que j'avais pris une chance en faisant ça, en positionnant mon Kragnos. Mais il a quand même choisi de ne pas charger. Je ne sais pas s'il a vu qu'il pouvait charger. Donc, il a perdu un tour de charge avec son Kragnos. Puis je pense que la partie s'est jouée là. Parce qu'après, à mon tour, moi, j'ai avancé et j'ai chargé son Kragnos. J'ai roulé un splendide 1 et 3 sur mes blessures mortelles. Fait que je lui ai fait un gros 3 blessures mortelles. J'ai fait mes attaques, j'ai wiffé mes attaques. Il restait encore 8 points de vie, je pense, ou 6 points de vie à son Kragnos quand mon Kragnos a fini d'attaquer. D'habitude, un Kragnos, ça m'est arrivé quelques fois depuis que je joue Cruel Boys. Quand Kragnos charge un autre Kragnos, c'est celui qui charge qui tue l'autre. Généralement, soit avec un gros jet de blessure mortelle ou les attaques à Rennes 3 et tout ça, ça passe, puis on réussit à le tuer. Et là, c'est le contraire qui s'est passé. Sur la contre-attaque, lui a tué mon Kragnos. J'ai roulé tout croche. Il avait réussi son roar. Moi, je n'ai pas réussi mon roar. Donc, il a été capable de se donner all-out defense, ce qui a fait que j'ai eu de la misère à le tuer. Moi, je n'avais pas d'all-out defense. Donc, je me suis dit, aïe, là, c'est mal barré parce que j'avais profité, disons, d'une de ses erreurs en ayant la charge, mais les dés ont décidé que c'était mon Kragnos qui mourait. Et le tour d'après, il décide de charger son Kragnos dans mon Sludge Raker avec mes gobelins. Et là, ça ne s'est pas bien passé pour lui parce que son Kragnos était déjà blessé. Il s'est pris un Unleash Shell. Il n'a pas été capable de passer le Sludge Raker parce que quand on charge le Sludge Raker, on est à -1 to hit. Il était proche de gobelins avec des filets. Donc, il y avait un deuxième -1 to hit. Donc, même en se donnant all-out attaque, il ne pouvait pas aller chercher le +1 de touche. Mon Sludge Raker envoyait des blessures sur les gobelins. Donc, il a tué mon bloc de 20 gobelins. Après que Kragnos ait attaqué, il en restait 3. Fait qu'il a vraiment fait des dommages, mais mon Sludge Raker était à la moitié de ses points de vie. Donc là, le Sludge Raker fait beaucoup de blessures mortelles. Il a achevé le Kragnos. Donc, finalement, sa tactique d'attaquer en vague, il a chargé d'abord avec une unité de Boar Boys, une deuxième unité de Boar Boys, puis après ça, au tour 3 seulement avec son Kragnos. Ça m'a permis de vraiment tuer finalement ces unités une à la fois. Puis bon, entre-temps, il a déplacé des unités, puis il avait oublié que j'avais des Bolt Boys qui pouvaient téléporter. Donc, j'ai téléporté l'autre côté pour aller menacer son objectif qui était dans sa zone. Donc, finalement, j'ai réussi comme ça à gagner la partie. Donc, le duel de Kragnos a été en ma défaveur, mais au final, le Sludge Raker a sauvé la partie en tanquant et en faisant mal. Voilà. Et mes tireurs aussi, là, c'est contre des orques qui n'ont pas de sauvegarde. Là, ça fait hyper mal, là, vraiment. Là, des Bolt Boys qui étaient tous, comme je t'ai déployé en château, ils étaient tous entièrement à 12 pouces de mon Sludge Raker. Donc, tous mes 6 to hit faisaient 3 blessures mortelles. Donc, ça a été dévastateur aussi. Donc, c'est ainsi que s'est terminée la première journée. Donc, Alex et moi étions 3-1 tous les deux, 3 victoires, une défaite. Vincent avait 2 victoires, une défaite, une nulle, je pense.
Donc, on était tous les trois en assez bonne position. Par contre, le hasard a bien mal fait les choses pour moi. Je me suis retrouvé partie 5 le dimanche matin à affronter Alex dans un duel. Voilà, écoute, et c'est un matin où mon cerveau est resté couché. Donc, ça a été absolument horrible. Alex a eu une victoire assez facile, puis je te laisserai raconter, Alex, ton point de vue. J'ai fait, je pense que ça a été ma pire partie depuis. Je ne me souviens pas d'avoir aussi mal joué que ça. J'ai fait des erreurs Oui, monumentales des grosses erreurs, là. en quantité. Là, mon cerveau était complètement dysfonctionnel. J'ai juste pris des mauvaises décisions. J'ai fait des oublis majeurs. J'imagine que tu m'intimidais ou je ne sais trop, mais mon cerveau, mais j'avais vraiment la tête dans la brume. Là. Mon cerveau m'a laissé tomber. J'ai fait des erreurs comme j'en fais jamais. C'était absolument horrible. Donc, une victoire. Je t'ai donné une petite victoire facile, Alex. Ouais, ben on jouait Prize of Galette. Donc, il y a 5 objectifs en forme de croix. Et dans le fond, on en active un à chaque ronde de bataille, vu que je joue en deuxième. Et bon, ben j'ai pris le premier tour. Si je ne me trompe pas, ou tu m'as laissé le premier tour, en fait. Si Je je t'ai ne me laissé le trompe premier pas. tour. Exact. Donc, je me suis déployé en forme de château ici, mais pas, pas tant que ça. J'ai mis des unités assez éloignées quand même pour rendre la tactique de bataille plus difficile. Pardon. Donc, celle d'éliminer toutes mes unités Battle Line ou toutes mes unités Galatian Veterans, je ne me trompe pas, excuse-moi. Battle Line, oui. Bon, Battle Line. Et donc, j'ai été très, très prudent lors de ma première ronde. On a joué avec les décors un petit peu pour limiter ta capacité de me tirer ta première ronde malgré le 27 pouces. J'ai sacrifié un héros pour aller prendre l'objectif, faire Against the Odds. Mais toi, je savais très bien, il était à portée d'environ 12 Bold Boys à peu près. C'est sûr que je le connais, mais moi, première erreur majeure de C'est tout ça. risque. J'avance mes gobelins sur l'objectif pour prendre l'objectif, mais moi, je ne mesure pas mes affaires, puis je mets mes gobelins à 8 pouces de son héros. Habituellement, j'ai des règles de 9 pouces, puis quand je me déplace, je veux tellement pas que l'adversaire fasse de redéploiement que je place une règle, puis je place mes bonhommes. Mais là, ce matin-là, j'ai pas utilisé aucune. J'ai des cartes pour me souvenir de mes habiletés, de mes trucs. J'ai plein de jetons. J'ai vraiment un système pour pas faire d'oubli. J'ai rien utilisé de ça. C'est resté dans ma valise. Fait que là, j'amène mes gobelins. Je mesure pas mes affaires. Je mets ça à 8 pouces. Je fais un redéploy, je roule un 5, ce qui les met hors de portée de tout sauf une unité de Ball Boys. Et l'unité n'a pas réussi à coucher le héros, donc qui a raté ta tactique de bataille. Donc, il t'a coûté 2 points en partant. Ouais. Et après ça, si je me trompe, est-ce que c'est moi qui ai joué après? Je pense que oui. Ouais, en fait, je pense que tu m'as laissé le tour. En fait, tu as Oui, gagné oui, l'initiative, tu m'as laissé le tour. Puis juste pour continuer à me oui, caler, l'autre erreur que j'avais faite, c'était de choisir cette tactique de bataille-là. Donc, oui, j'aurais dû faire against the odds, donc juste simplement. contrôler l'objectif. Mais je me suis dit, je pourrais la faire plus tard. Je vais en faire une autre qui était gaining momentum. Donc, je devais tuer ton héros et contrôler plus d'objectifs que toi. Mais finalement, c'était pas la valeur sûre. En fait, la valeur sûre, c'était against the odds. Donc, ça, c'est une chose, peut-être un petit truc, moi, que j'applique habituellement. Mais cette partie-là, j'ai décidé de ne pas l'appliquer, semble-t-il, c'est de toujours y aller avec une tactique de bataille qu'on est sûr de réussir. Parce que Oui, rater une tactique de bataille, ça peut souvent nous coûter la partie. Là, ça ne m'a tout à pas fait. coûté la partie. Non. Non, et dans le fond, à ta ronde 1, tu as avancé les Ball Boys. Et moi, je t'ai laissé le tour disant, ah, ben, OK, il ne pourra pas me faire assez mal. Donc, je t'ai fait coller le tour. Pardon. Et effectivement, ce que tu as fait, tu m'as tué juste assez de Volkite et de Berserker pour craquer un Flamekeeper à 6. Et tu as chargé Kragnos, deuxième crampe au cerveau, parce que, étant le joueur 2, j'ai choisi mon objectif comme objectif actif et je l'ai mis comme Proving Ground. Et toi, Kragnos, lui, il décide, Proving Ground ou pas, c'est pas grave, je fonce dans tes lignes. Et il charge à mon unité de Urgar Berserker qui était amoché avec les tirs des Ball Boys. Mais moi, j'avais un Flamekeeper plein. Donc, j'ai vidé pour faire charger mon autre unité de Urgar Berserker avec des poleaxes, donc des blessures mortelles sur du 6, 2 blessures mortelles sur du 6. Et avec un point de commandement, j'ai pu profiter d'un loophole dans les règles, en fait, que si une unité Fire Slayer, une unité ennemie en 3 pouces, une unité Fire Slayer qui a réussi une charge dans le même tour,
je peux faire strike first. Donc, même si j'ai chargé dans ton tour, j'ai pu me donner strike first. Et juste leur attaque, j'ai pris l'habilité de mon Rune Father une fois par partie, plus une attaque. Et j'ai fait à Kragnos avec cette unité 15 blessures en tout et partout. Donc, j'ai réussi quelque chose comme, je pense, 8-6 sur 31 dés. Là. Donc, 16 blessures mortelles, tu en as wardé quelques-unes, plus le dommage restant. Là, exact. Et Kragnos n'a pas réussi à passer mon unité d'Urtgar Berserker. Et c'est mon Rune Sun qui fait 2 blessures mortelles sur des 6 tweets contre un monstre. J'en ai roulé 2. Donc, 4 blessures mortelles et son artefact fait en sorte qu'il n'y a pas de protection. Donc, j'ai tué Kragnos dans ton tour. De façon complètement inutile de ta part. Complètement. Deux grosses crampes au cerveau. Puis encore, j'ai juste oublié que c'était Proving Ground, parce que mon cerveau a décidé qu'il n'enregistrait aucune information. Tu m'avais dit aussi que ton Flamekeeper était plein, mais mon cerveau n'enregistrait aucune information dans cette partie-là. Donc, j'aurais jamais dû charger. J'aurais jamais dû charger cette cible-là. Et j'aurais pas dû oublier que c'était Proving Ground. Ça aussi, j'ai un petit jeton Proving Ground que d'habitude, je le mets parce que c'est facile d'oublier. En cours de jeu. Donc, d'habitude, je marque le Proving Ground de manière visuelle. Là, je ne l'ai pas fait ce tour-là. Et l'autre chose aussi, c'est que je ne joue jamais Kragnos de cette manière-là. Donc, c'est une chose que j'ai appris là, dans mes 6 mois, 7 mois de jeu avec les Crawl Boys puis Kragnos, c'est que si on charge en fou Kragnos, comme si on l'envoie comme un missile, on va le perdre rapidement. Il ne vaut pas ses points. Ce n'est pas comme ça qu'il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser comme un scalpel. Il faut qu'il aille charger des unités qui est pas mal certain de pouvoir détruire, puis qui ne soient pas trop à portée d'une contre-charge violente. Parce que même 2+ de sauvegarde, ça meurt, c'est juste 18 points de vie. Donc, habituellement, je ne fais jamais ça charger dans le tas comme ça avec Kragnos. Là, je l'ai fait parce que c'était une partie où je faisais n'importe quoi. Fait que j'ai fait n'importe quoi. Ça m'a coûté cher. Et le tout, ben, justement, à mon tour, j'ai rallié 5 Berserkers. Et là, après ça, ça a été la cerise sur le sonnet, en fait, parce que j'ai dit, ben là, je vais pousser l'avantage. Je vais aller vraiment tuer ton mur de gobelins pour mettre le Sludge Breaker à nu. J'ai chargé également, je pense, une ou deux petites unités de Bold Boys pour les éliminer. Et là, dans le fond, j'ai pas réussi à tuer le Sludge Breaker comme je voulais. En fait, c'est pas vrai, j'ai tué les gobelins. Mais toi, à ton tour, tu as fait une tactique de bataille, je pense, an eye for an eye. Oui, mais je ne l'ai pas faite, en fait. Je n'ai pas joué pour la faire. Il y avait un beau Rune Sun, oui, à 3 pouces d'une unité de Guard Berserker, mais tu disais, oh non, il y a un Lookout Sir, tirons l'unité. Donc, moi, j'avais du Ward. J'ai encaissé tous tes Bold Boys, il me restait 2 Guard Berserker et le Rune Sun était triomphant à côté, puis je suis encore en vie. Et le Sludge Breaker a chargé dans mon autre unité de Guard Berserker. Et on s'est mutuellement fait mal, mais rien de crucial. Mais ça a fait en sorte que si ça avait tué le Rune Sun, j'aurais pas eu de ward save sur les Earthguard. Et là, le Sludge Breaker aurait fait beaucoup plus mal. Donc, et là, ça a été un peu à ton tour. Tu as eu l'initiative après ça. Non, j'ai eu l'initiative. Je pense que tu as gagné les initiatives cette partie. Oh, et puis là, j'ai pu charger des Ball Boys puis commencer. Bref. Non, c'était un massacre complet. C'était terminé. Un massacre complet. Écoute, je t'ai servi la partie sur un plateau d'argent. C'est parce que ça avait été ton anniversaire. C'était comme ton cadeau d'anniversaire. Oui, voilà, c'est ça, exactement. J'ai fait probablement 2 erreurs majeures par tour. Oui. Des erreurs franchement stupides, des trucs, des erreurs qu'on ne fait pas d'habitude avec notre expérience du jeu et tout ça. Ça a été assez catastrophique de mon côté. Là. J'ai eu des crampes au cerveau l'une après l'autre. Malheureusement, ça aurait été plus plaisant si on avait eu une partie le fun. Serré. Oui, c'est ça. Je pense que le match-up Cruel Boys, Fire Slayers était difficile en partant parce que tu as beaucoup de ward save, donc mes blessures mortelles passent plus. Tu diminues beaucoup les dégâts que je suis capable de faire. Tu rallies aussi, c'est difficile pour moi. Je n'ai pas la puissance de feu, même si je tire très fort, je n'ai pas la puissance de feu pour éliminer des unités à 20 ou 40 points de vie qui sont sur une save à 4, un ward à 4 ou à 5. Fait que je pense qu'avec ton ralliement à 4+, tout ça, je ne pense pas que j'aurais réussi à gagner cette partie-là. Tu allais gagner la guerre d'attrition, assurément. Ouais. Mais j'aurais pu faire plus que 5 points, je pense, en jouant un peu. Je pense que oui. C'était triste. C'était ma pire. Je pense que je la mets là, au sommet de ma pire partie en tournoi depuis que je fais des tournois à OS, je pense. Là, probablement. Dans le top 2, c'est ça.
C'était triste. Vincent, de ton côté, est-ce que tu as eu une meilleure partie que moi? Est-ce que ton cerveau était plus fonctionnel comme celui d'Alex plus que comme le mien? Je dirais entre les deux. J'ai fait des erreurs, j'ai affronté des Gits, mais un joueur qui a vraiment bien performé avec une liste particulière, 10 Brain Grudge Bounder, 10 unités des Brain Grudge Bounder, ça fait 50 Brain Grudge Bounder qui font des mortels sur des 5 et sur des 4 plus sur la charge, donc en moyenne 25 blessures mortelles. Et les Night Hunt, on n'aime pas les blessures mortelles parce qu'on a une bonne sauvegarde éthérée, mais on a une armée somme toute élite avec pas beaucoup de points de vie sur la table. Donc, j'ai eu un peu peur dans le match-up. Je me suis déployé comme à l'habitude en Castle et j'ai refait la même erreur jusqu'à un certain point que j'avais fait dans ma deuxième partie contre les Daughter of Cain pour aller chercher l'objectif qui a été activé, qui était sur le coin. J'ai trop étiré mon armée. Je me suis retrouvé à ouvrir un peu mes lignes et ça a été un peu désavantageux parce que j'avais oublié que des Bander, ça vole puis ça a des petites bases de 25 mm. Fait que moi, vraiment qu'il y a un petit trou, il est capable de sauter par-dessus, garder sa cohérence pareil, puis aller faire ses mortels sur la charge, sur les unités en arrière, qui étaient les unités que je ne voulais pas voir disparaître. J'avais mis X-Ray, ça ne me dérangeait pas de les sacrifier, les Harridan, mais je voulais garder mes Blade Guys pour charger, cogner. Donc, il m'a laissé commencer. Je me suis un peu trop ouvert. Je pense qu'avec du recul, j'aurais pu juste prendre une unité, aller juste toucher l'objectif, mais rester très, 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 très tête. Mais vraiment très tête pour pas qu'il puisse rentrer à l'intérieur, qu'il fasse ses mortels sur les unités que je choisis de mettre à l'extérieur et là, pouvoir riposter par la suite. C'est pas ce que j'ai fait. Je me suis un peu trop ouvert. Ça n'a pas été catastrophique sur son tour à lui. Il a run and charge avec toute son armée ou à peu près. Il a raté beaucoup de charges. Il n'a pas été particulièrement chanceux, mais il m'a fait quand même mal. Ça cogne, hein? Des petites unités de 5 qui font 2-3 blessures mortelles, qui après ça font des attaques à 3+, ça commence à être fatigant. Mais il a gagné le double tour et c'est là que ça s'est joué parce que là, il a pu emmener toute son armée qui a chargé. On en a reparlé par la suite. S'il n'y avait pas eu le double tour, on avait complètement une autre partie parce que à mon tour à moi, avec un bloc de 20 Blade Guys, j'ai délité 15 Boingras Bounder. Puis c'était pas parce que j'ai roulé bien, c'est juste parce que statistiquement, c'est ce que ça donne. Fait que si j'avais gagné le double tour, j'avais encore toute mon armée sauf une unité qui était là. C'est moi qui aurais chargé, j'aurais nettoyé la table. Mais là, lui a gagné le double tour et il m'a fait tellement mal avec les mortels et tout. Il me restait les 20 Blade Guys, puis c'est à peu près tout ce qui me restait sur la table. J'ai chargé, j'ai détruit 3 unités, j'ai repris le contrôle d'un objectif, mais il a regagné le tour suivant. Là. J'ai dit, bon, ben, je ne veux pas être un bad sport, là, mais je te serre la main, je veux dire, il n'y a plus rien que je fais, là, tu vas rouler des dés, mais il te reste 20, essentiellement 20 Night Hunt à nettoyer. Donc, ça aurait pu être différent, j'ai gagné l'initiative, mais j'aime pas mettre la faute de la défaite sur un jet de dés. Je pense que je savais qu'il y a une possibilité qu'il y ait le double tour. Puis si j'avais joué un petit peu plus tête, plus serré, j'aurais pu garder peut-être un petit peu plus d'unités. Et lui, il était tellement fragile quand je le chargeais qu'avec juste une unité ou deux de plus qui aurait été en vie, je pense que j'aurais pu, malgré un double tour, là, j'aurais pu remonter la pente. Fait que j'ai été un petit peu trop agressif, peut-être pas assez prudent dans mon déploiement. Et j'ai été surpris par la force aussi, l'impact que ça a eu, là, à quel point il a bien cogné quand il est rentré. Et bref, je me suis retrouvé à avoir une deuxième défaite. Fait que là, à ce moment-là, je suis vraiment égal. Je suis 2 victoires, 2 défaites et une nulle. Pour moi, ben, le tournoi est terminé au sens où je ne peux plus viser le prix, mais je joue pour le plaisir. Fait que c'est correct. Tout à fait. C'est intéressant aussi de voir une liste de Gloomspite Gits quand même bien faire. Je pense qu'il a fini 3 victoires, 3 défaites à la fin du tournoi, mais ce qui est quand même très, très respectable là, pour une des deux pires armées du méta. Là, les Cruel Boys et les Gloomspite sont vraiment dans le fond de la cave en ce moment. Donc, ça, c'était pour la partie 4. Donc, dernière partie de la journée, partie 6. Alex, tu étais quand même 4 victoires, 1 défaite. Donc, ça se passait bien, mais tu as frappé un sur la table 2. adversaire. Tu étais sur la table 2. Ouais. Donc, tu as quand même frappé un adversaire solide. Oui, Mike Simeon, un excellent joueur, Bone Splitters, qui avait une armée vraiment intéressante. Là, je pense qu'il y avait 6 unités de 5 chevaucheurs de cochons, 2 Maniacs et 4 Boar Boys. Il devait avoir quelque chose comme 5 ou 6 unités de 2 Big Stabba, une unité de 4 Big Stabba en Bounty Hunter, 4 Warboss, un Weird Shaman et un héros, le héros, un chaman sur un sanglier aussi. Et c'était le pire scénario pour moi. Celui que je ne voulais pas jouer, c'était Silk Steel Nest. 8 objectifs avec mon armée, qui n'a pas de mobilité, qui
qui reste en castle, c'est intenable. J'ai pas joué une partie fantastique. J'aurais dû, il y avait beaucoup plus de pauses que moi. J'aurais dû le laisser commencer puis tenter d'encaisser une charge puis jouer le double tour pour tenter de prendre les déçus. Mais j'ai l'opportunité d'éliminer son général avant qu'il puisse faire sa wag et pour avoir son 4 ward. Je l'ai essayé, je savais très bien que je ne pourrais pas faire le score more. Ce serait impossible. Même si je mettais une unité pour mettre sur le 4e objectif, il me l'a tassé. Donc, je ne pouvais pas me répartir, je ne voulais pas sortir de mes ranges, de mes buffs. Et malheureusement, j'ai vraiment sous-estimé, en fait. J'ai pas bien roulé, un. J'ai raté mon bouclier mystique premier tour avec un double 1 pour mon unité de 20 broquettes. J'ai pas très, très bien roulé de façon générale. Mes sauvegardes d'armure, mes wards, ça ne roulait pas. Bref, j'ai manqué de ressources. À la fin, il ne restait plus grand-chose de son côté. Il restait, je pense, 10 cochons, puis son mage cochon, puis c'est tout. Moi, il me restait une dizaine de Urgar Berserker, mon Rune Father. Mais c'était impossible pour moi de faire plus de points. Donc, malheureusement, j'ai baissé pavillon contre un excellent joueur. Mais je pense que sur un scénario un peu différent, ça aurait été une bonne bataille. Mais déjà, armée mobile, qui a beaucoup de wounds, qui a beaucoup d'unités pour prendre des objectifs, malheureusement, ce n'était pas un match facile pour moi. C'était un scénario qui permettait à ton adversaire d'exploiter la faiblesse des Fire Slayers, qui est le manque de mobilité. Ouais. Puis Mike Simeon, au classement ITC, c'est un des meilleurs joueurs au Canada aussi. Il a fini 2e à ce tournoi-là aussi. Ouais, j'ai quand même perdu contre les 2e et 3e positions. Donc, c'est quand même intéressant. Puis, essentiellement, j'ai fini 8e. Oui. Je m'étais fixé comme objectif. Je savais que les Slayers avaient des lacunes, je le dis depuis toujours. Je visais 4-2. Donc, j'atteins mon objectif, 8e place dans le top 10. Très satisfait. Beaucoup de plaisir avec tous mes adversaires. Donc, très content de ma performance. Oui, très beau tournoi, très belle performance. Puis avec une armée Fire Slayers, justement, qui avait des scénarios qui étaient un peu désavantageux aussi. Sans savoir qu'ils allaient être là. C'est ça, tout à fait. De ton côté, Vincent, comment ça s'est passé la dernière partie? Alors, de mon côté, c'est particulier ce qui s'est passé. Petite anecdote, j'ai affronté Charles Routier, vraiment un chic type. Ça a été ma game peut-être la plus agréable que j'ai jouée dans le tournoi. Vraiment une game super sympathique. Mais Charles vient me voir avant la dernière partie. Il me croise, puis il me parle comment ça va, là, la game, tout ça. Puis il m'explique, dis-moi, c'est drôle, dis-moi, je joue Beastlaw Riders avec Crownspine, mais tout le monde n'arrête pas de charger l'incarnation puis de perdre du temps dessus. Fait que là, moi, ça me permet d'utiliser mes Mournfang. Dans le fond, j'utilise Mournfang pour aller chercher les objectifs. C'est ça ma stratégie. Finalement, les pairings sortent. 30 secondes après, on se fait parler, puis je réalise que je joue contre lui. Je dis, hey, tu viens de me dire exactement comment tu joues, ta stratégie, quoi pas faire. Je trouve ça vraiment, c'est un bon sport de ta part. Il est crampé, tu sais. Fait effectivement, ça m'a juste rappelé ce que j'avais fait comme erreur contre Ironja, de peut-être concentrer trop d'efforts sur le Crownspine. Alors là, ce que j'ai fait, je me suis déployé un castle, mais j'ai laissé un gros 3 pouces tout le tour pour être certain que même avec son pile-in, il ne puisse pas venir engager plus qu'une ou deux unités à l'avant, puis que je garde mes unités fortes pour pouvoir aller charger à mon tour. Il va prendre, dans le fond, il m'a laissé le premier tour. Au deuxième tour, il s'est avancé. Là, il va le gagner le double tour. Il m'a chargé au double tour et ça fait tellement mal. Je ne m'attendais pas à ça. Là. Pour le vrai, je pense qu'il a roulé au-dessus et j'ai mal roulé mes saves. Mes écrans ont éclaté. Après la fin du deuxième tour, je le vois dans son visage. Probablement qu'il le voit dans le mien. Je me dis, oh, moi, c'est déjà fini. Puis lui, il est content. Il dit, c'est beau, j'ai gagné. Mais je me réalise que mes grosses unités ne sont pas engagées avec Crownspine. Je peux peut-être m'en sortir et je réalise qu'il me reste mes 2 unités d'X-Ray qui vont être les unités qui vont me gagner la game. Je me dis, ben, c'est un jeu d'objectif. J'ai complètement enlevé l'objectif de tuer ces unités. Ce que j'ai fait, j'ai tué des unités d'un côté, mais en fait, juste pour m'éloigner de Crownspine. Mais mes X-Ray ont fait 24 et 30 pouces respectivement pour aller sur ces objectifs. J'ai téléporté mon unité de Blade Guys de son côté parce qu'il a juste avancé en se disant je le démolis, puis après ça, je vais gagner parce qu'il ne restera plus d'unités, je vais pouvoir contrôler les objectifs. Sauf que là, il a rapidement compris qu'il allait jouer au chat à la souris, puis que la souris, c'était moi, mais j'étais pas mal plus rapide que lui avec les X-Ray. Fait que j'ai contrôlé les objectifs dans sa zone, j'en détruisais un par tour.
Alors, ça m'a permis, et je réussissais juste à tuer une unité par tour pour pouvoir faire eye for an eye, tout ça. Donc, j'ai fait mes battles tactiques, le score more. Puis là, rapidement, c'est arrivé, c'était évident. Il ne pouvait pas faire sa grande stratégie. Moi, je faisais la mienne facilement. Donc, j'ai gagné la partie, mais ce n'est pas faute d'avoir perdu beaucoup, beaucoup d'unités. En termes de létalité, il y avait la partie. Il m'a tué beaucoup plus d'unités que j'en ai tué. Mais la mobilité des X-Rays sur ce scénario-là, il était capable d'aller les chercher, puis moi, j'étais capable d'aller chercher les objectifs, de revenir avec une même unité qui est revenue à ma zone, récupérer un objectif avant de vouloir repartir. C'est ce qui m'a gagné la partie, la mobilité. C'est encore un jeu de mouvement EOS dans certains scénarios, dans ce cas-ci. Puis là, ça m'a permis d'avoir une 3e victoire. Je suis quand même content parce que mon objectif, moi, ce que j'aime, c'est au moins faire even, autant de victoires ou de défaites ou de nuls, c'est 2-2-2, mettons, moi, c'est correct, ou 3-3. Là, ben, finalement, je finis 3, 2 défaites et une nulle, donc une fiche positive. Et je regarde le classement final pour me rendre compte que Carl Hung a gagné le tournoi. C'est le seul autre joueur qui était dead qui était devant moi. Donc, j'ai fini 13e au total, mais j'ai gagné le best debt du tournoi parce que le prix allait à la 2e personne, étant donné que Carl Hung a gagné. Et c'était une surprise, comme la fois où je l'ai gagné au Clash, pas l'an dernier, mais l'année d'avant. Je pense que c'est là que je joue une meilleure partie quand je ne me mets pas de pression, que je ne pense pas au fait qu'il y a peut-être un best bet à gagner ou quoi que ce soit. Je joue mes games pour le fun. Puis là, finalement, ben, ça a bien été. Puis j'ai été chercher best bet. Je suis vraiment, vraiment content là, du résultat du tournoi. Moi, pour ma part, partie 6, j'étais complètement désemparé de ma contre-performance du matin. Je me suis dit, aïe, je ne sais plus jouer à ce jeu. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Et donc, j'affronte le joueur Stormcast que j'avais affronté à la première partie. Mais là, j'ai affronté son fils à la partie 6, il devait avoir à peu près 13 ans. Donc, c'est le plus jeune joueur que j'ai affronté à AOS. Mais quel excellent joueur! J'ai été surpris. Puis j'ai su par la suite, là, son père me disait que c'est un jeune qui gagne beaucoup de tournois là, dans les tournois locaux, tout ça, il finit toujours dans le top 3. Donc, c'est vraiment il a vraiment compris la game et il jouait des Skaven. Et ça a été une partie vraiment intéressante, vraiment serrée, sur un scénario qui l'avantageait parce qu'il y avait beaucoup plus d'unités que moi, alors que moi, j'avais très peu d'unités capables de tenir des objectifs. On a 8 objectifs. Euh, donc, scénario dans lequel, en fait, j'ai choisi de prendre le tour 1, même si j'avais l'initiative, parce que ça m'a permis, il avait fait une petite erreur de déploiement. Il a été déployé et j'ai été capable de tuer, et là j'ai un blanc sur le nom, mais c'est le gros rat avec des guns là, qui détruit des unités. Oui, Tankol, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu un blanc sur cette unité-là. Donc, j'ai réussi à le tirer et à le détruire dès le tour 1. Et je savais que sa stratégie, c'était de le téléporter avec le Endless Spell pour venir. Après ça, il aurait délité mon unité de 20 gobelins. Mon Sludge aurait été à nu. Il y avait une unité de rat ogre qui aurait pu téléporter aussi parce qu'il y avait des Nia Hall. Donc, c'est clair qu'il m'aurait fait très, très mal si j'avais laissé cette pièce-là en jeu. Et j'ai réussi donc à la détruire tour 1. Mais lui avait 2 aussi. Et là, j'ai un autre blanc. Je ne sais pas pourquoi je ne retiens pas les noms Skaven, les unités d'artillerie là, qui font des blessures mortelles en fou. Lightning Cannon, le Rap Lightning Cannon. Oui, voilà. Donc, il y en avait 2 qui avaient mis du côté où lui, il y avait plus de pauses que moi. Donc, ils avaient mis du côté où était Kragnos. Donc, ça m'a obligé à redéployer Kragnos. Donc, perdre un peu un tour avec Kragnos pour le redéployer plus loin pour me mettre complètement hors de portée de ces tirs-là. Donc, j'ai été obligé de libérer un flanc. Ça lui a permis de venir prendre et brûler un objectif de mon côté. Donc, rapidement, j'étais dans une partie de rattrapage. Mais évidemment, je fais beaucoup de dommages à distance. Kragnos fait très, très mal. Donc, j'ai tranquillement remonté la pente, mais j'arrivais jamais à faire score more. Donc c'est à toute fin, en fait, ça a été une partie serrée, mais jusqu'à la toute fin, je n'ai pas été capable de remonter assez, même si je lui faisais très, très mal. Donc, il a gagné par 4 points. Ça a fini 27-23 en sa faveur, mais à la fin, il restait presque plus rien. Il restait une unité, je pense, de Clan Rat qui était en train de se faire décimer par mon Sludge Raker. Puis il lui restait un héros et c'est tout. Alors que moi, j'avais presque tous mes Bold Boys, j'avais mon Sludge Raker, j'avais Kragnos en jeu. Donc, s'il y avait eu un 6e tour, je gagnais la partie, mais ça se joue en 5 Battle Rounds. Il a réussi à tenir suffisamment jusqu'au 5e Battle Round. Il y a eu des. Ouais, voilà, donc ça a été une partie serrée, une belle partie. C'était la première fois que j'affrontais les Skaven avec leur nouveau livre. Ils ont vraiment des belles ressources. C'est vraiment un beau Battle Tomb. Donc, j'ai fini 3-3. C'était ce que j'espérais avec
les Crawl Boys qui sont une armée qui a quand même beaucoup de hard counter, donc beaucoup de match-ups qui sont difficiles pour eux. Peu de mobilité, pas tanky du tout. Donc je suis quand même j'étais satisfait du résultat, même si c'est toujours un peu décevant de commencer avec des bonnes performances, finir la première journée 3-1, puis finir avec 2 défaites. C'est toujours un peu dommage. On se dit toujours, peut-être que je vais réussir à en gagner une de plus, mais voilà, 3-3, c'était mon objectif avant le tournoi. Objectif atteint, j'ai eu du plaisir. C'était le but, mais là, je mets les Cool Boys sur les tablettes pour un certain temps. Je les ai assez joués en tournoi. Je pense que j'ai atteint le maximum que j'étais capable de tirer de cette armée-là avec les règles actuelles. Alors, je vais m'amuser avec d'autres armées pour les prochains mois. Alors, ben voilà, peut-être pour conclure, est-ce que vous avez peut-être un apprentissage, un take-home message, si vous me prêtez l'anglicisme, un apprentissage particulier que vous avez fait dans ce tournoi-là, une conclusion ou est-ce que ça vous a amené une idée de comment mieux vous préparer à un prochain tournoi? Peut-être commencer par toi, Vincent. Ben, moi, j'ai quand même beaucoup de constants, en fait. Puis là, j'ai combiné le fait qu'on a fait le GT de Season of War, puis 2 semaines après, au GT de Season of War, je suis arrivé avec une liste qui avait plus de héros, Night Hunt. Mon objectif, c'était vraiment de jouer les 5 parties parce que c'était spécifié dans le Player's Pack, les 5 tours. C'était spécifié dans le Player's Pack qu'il fallait talk out jusqu'au 5e round, puis que si on n'était pas capable, ben là, il y avait une possibilité d'avertissement et tout. Puis je ne suis pas le joueur le plus rapide, donc j'avais une liste avec beaucoup moins de modèles que je voulais jouer plus vite, mais une liste avec laquelle je n'étais pas à l'aise. Ça a beaucoup moins bien été ce tournoi-là. Sauf que j'ai accompli mon objectif au GT de Season of War d'apprendre à jouer plus rapidement. Et là, je suis arrivé au tournoi du CCBB avec une liste qui avait plus d'unités, mais j'étais confiant que j'allais réussir à jouer mes 5 tours dans toutes les parties, puis c'est ce qui est arrivé. Il y a une partie qu'on a joué 4 tours, mais je ne pense pas que c'est moi qui ai joué particulièrement lentement. Donc, j'ai eu Là, j'étais comme à l'aise. Je suis arrivé au CCBA avec une liste qui ressemble plus au type de liste que moi j'aime jouer. Beaucoup d'unités, des gros écrans, je peux faire un castle, rester dans mes bulles. Et ça a été vraiment profitable. Donc, la leçon de jouer, puis on l'a déjà dit sur la liste, on est mieux avec une liste peut-être moins bonne, mais qui fit avec notre style de jeu, qu'on maîtrise un peu mieux qu'une liste qui serait peut-être potentiellement plus forte, mais qui ne fit pas avec comment on aime jouer, avec nos forces et nos faiblesses comme joueurs. Donc, j'ai bien aimé qu'on puisse pratiquer au Season of War. Puis, même si et dans le fond, ça n'a pas bien été au Season of War, le fait de m'être donné un objectif clair, je n'allais pas là pour à la fois améliorer mon aspect stratégique, améliorer de faire moins d'oubli ou quoi que ce soit. J'allais là avec un objectif d'apprendre à jouer plus vite en tournoi. Ben, j'ai pratiqué ça à ce tournoi-là et ça a fait en sorte que le tournoi d'après, c'était plus une préoccupation. J'avais confiance que je pouvais jouer assez vite. Et là, j'avais un objectif, au contraire, de mieux jouer ma stratégie globale. J'ai fait des erreurs pendant le tournoi, j'en ai fait beaucoup, somme toute, mais je pense que c'est profitable là, de faire des erreurs. Ça me donne confiance pour les prochains GT. J'ai quand même fait un bon score avec une liste que je pense qui est bonne en la jouant pas de façon optimale. Je me disais, si je la joue bien, que je fais moins d'oublis, que je joue un peu mieux stratégiquement ma liste, un 4-1, c'est peut-être envisageable au prochain tournoi. Fait que je suis assez en confiance avec la liste que j'ai là. J'ai hâte. On en a un dans un mois à Montréal, un petit GT. Fait que je vais emmener probablement quelque chose de similaire, mais que je vais maîtriser encore mieux cette fois-ci. Donc, on verra ce que ça donne. De ton côté, Alex? Ben, c'est rien de nouveau non plus, dans le sens que normalement, quand on va à un GT, tu sais, puisque Vincent dit c'est très vrai, connaître sa liste, ces choses-là, j'ai pas eu l'occasion d'essayer ma liste contre assez d'armées différentes, dans assez de scénarios différents non plus, par manque de temps, par manque de parties au cours des derniers mois. Mais c'est sûr que j'ai joué contre plusieurs factions que je n'avais jamais affrontées dans des scénarios que j'avais très, très peu fait. Donc, je pense que c'est important vraiment d'essayer son armée dans toutes les situations possibles, voir comment on peut réagir. Moi, ça a été ça que j'ai appris vraiment là, de jouer ça. J'ai longuement hésité entre jouer Caradron, jouer Fire Slayers. Je pense pas que ça aurait changé grand-chose. Je regarde mes matchs. Je pense pas que mon mec Caradron aurait pu mieux faire. Mais c'est sûr qu'avoir une meilleure connaissance, comment l'armée va réagir dans différents scénarios, ça aurait été bénéfique. Mais en fait, tous les trois, on a souffert du même problème avec les vacances d'été et tout ça. Le jeu était un peu plus au ralenti. On avait somme toute très peu joué de notre côté.
De mon côté, c'est mon manque de pratique avec les Sylvanettes qui a fait que je suis retourné vers les Cruel Boys. De mon côté, peut-être deux apprentissages sur moi-même. Le premier, en fait, c'est que même des tournois, des journées de 4 parties, j'avais encore de l'énergie puis de l'attention lors de la partie 4. Donc, mon idée de choisir une armée plus facile à jouer pour ne pas faire des erreurs de fatigue à la fin de la partie 4, j'en aurais pas eu besoin. J'étais encore vraiment en pleine forme. En fait, moi, je suis un gars où j'ai plus d'énergie en fin de journée. D'ailleurs, c'est le matin que j'ai vraiment de la misère. Tu l'as constaté lors de notre partie le dimanche matin. Donc, je suis vraiment pas un gars matinal. Donc, première chose, s'il y a un autre GT avec 4 parties dans une journée, je n'ai pas à m'inquiéter de ça du tout. Ça va bien. L'autre chose aussi, c'est que je suis un joueur qui a besoin de rappel. Donc, c'est-à-dire que je suis à risque de faire plein de petits oublis, même quand je suis en forme et tout ça. Donc, d'habitude, je joue avec une cheat list qu'on appelle, donc une liste qui me rappelle les choses importantes que je veux faire avec mon armée dans chacune des phases du jeu. J'ai toujours des jetons pour me rappeler de toutes les habiletés. Donc, quand j'ai, par exemple, des unités qui ont une habilité qu'ils peuvent faire une fois par bataille, bien, j'ai un jeton à côté de mon habilité, à côté de mon unité, qui me rappelle que je n'ai pas fait cette habilité-là d'une fois par bataille encore. Puis quand je la fais, je retire le jeton. Donc, j'ai des cartes pour les battles tactiques, j'ai des marqueurs pour le proving ground. Donc, j'ai vraiment un système complet là, que je me suis développé de rappel pour m'assurer de rien oublier et j'en ai besoin. La seule partie où je ne l'ai pas utilisé, c'était contre toi et j'ai fait des erreurs monumentales. Bon, je pense que j'en aurais fait même si j'avais utilisé mes cartons parce que c'était vraiment un matin où ça ne se passait pas pour moi. Mais j'ai besoin de ça. C'est vraiment un truc et je vais continuer à utiliser ça. D'autant plus que les armées sur lesquelles je vais me concentrer dans les prochains mois, ça va être les Sylvanettes et les Daughters of Cain, donc des unités avec des armées avec beaucoup d'habileté, beaucoup de buffs, beaucoup de zones d'effet. Donc, j'ai vraiment besoin de ces rappels-là. Donc, c'est ce qui conclut cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce petit retour d'expérience. On a un autre GT qui s'en vient à Montréal dans 2-3 semaines, je pense, donc, ou un mois. Donc, on vous fera un rapport de tournoi aussi à ce moment-là. Et d'ici là, on espère avoir la sortie des prochains Battle Tomes, Luminette et Tzeentch, dont on pourra faire l'analyse sur la chaîne. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon wargaming.